l'exposé va peut-être être un peu moins enthousiasmant, puisque généralement, du moins la façon dont la toxicologie est perçue actuellement, nous sommes plutôt porteurs de mauvaises nouvelles qui ont plutôt tendance à freiner, ralentir, voire parfois complètement arrêter le développement des innovations technologiques. Mais à la fin de mon exposé, je vais essayer de quand même donner quelques pistes pour essayer de placer la toxicologie de manière un petit peu plus positive au sein de l'innovation. Donc, pour revenir aux nanomatériaux, on a parlé jusqu'à présent de nanomatériaux utilisés exclusivement dans le domaine biomédical, et le champ des nanomatériaux est beaucoup plus large que ça. Et en fait, nous baignons dans les nanomatériaux depuis toujours, en fait, puisqu'il existe plein de nanomatériaux naturels, qui sont essentiellement issus des feux naturels. Les virus, on l'a dit, sont aussi des nanomatériaux naturels. Et puis, il existe des nanomatériaux qui sont générés par les activités de l'homme et qui sont de nature essentiellement fortuite, liées aux combustions anthropogéniques, notamment aux moteurs, aux incinérateurs et aux fumées de soudeur, et qui sont essentiellement la cause de l'accumulation des fameuses particules ultrafines qu'on trouve dans nos villes et dans les milieux industriels. Et à côté de ça, donc, il y a d'autres nanomatériaux qui sont manufacturés de façon intentionnelle par l'homme, avec différentes compositions métalliques, des oxydes, des nanomatériaux à base de carbone, etc., beaucoup plus complexes, comme on l'a vu dans les deux exposés précédents. Et donc, à côté des applications essentiellement médicales, il existe toute une gamme d'applications industrielles extrêmement importantes de ces nanomatériaux. Je vous en montre quelques exemples ici. Par exemple, dans l'industrie alimentaire, mais aussi dans les dentifrices, à titre d'abrasif, par exemple. On en utilise dans certaines peintures particulières à base de dioxyde de titane, pour couvrir le verre, pour générer du verre auto-nettoyant. Une grosse application, c'est dans l'industrie des cosmétiques, évidemment, de ces nanomatériaux. Pour fabriquer des matériaux qui sont très résistants, mais extrêmement légers, si possible. Alors, il y a des applications un peu plus anecdotiques, des chaussettes sans odeur, à base de nano-argent. Mais le nano-argent peut servir aussi à protéger les aliments de la prolifération microbienne, soit dans les appareils électroménagers ou dans les emballages. Et donc, il y a des applications beaucoup plus high-tech, comme dans l'électronique, où on utilise des nanotubes de carbone pour faire des nanocircuits électroniques, etc. Et donc, à cause de cette prolifération d'utilisation et de production et d'utilisation de nanomatériaux, il y a des possibilités d'exposition de l'homme à ces nanomatériaux, que ce soit pendant la fabrication de matériaux de base ou bien de consommation. Le consommateur peut également être exposé à l'utilisation de ces produits, mais nous tous, la population générale et l'environnement dans son ensemble, est susceptible d'être exposé à cause du relargage de ces nanomatériaux dans l'environnement au cours du cycle de vie de ceux-ci. Donc il est légitime de se poser la question de l'impact que ces nanomatériaux à visée industrielle ont sur la santé, d'autant plus qu'on sait que ces particules ultrafines qui sont apparentées aux nanomatériaux manufacturés sont responsables de beaucoup d'effets sur la santé et c'est maintenant amplement démontré qu'ils ont un impact en termes de pathologie respiratoire, de pathologie cardiovasculaire, mais aussi de cancer. Et donc on peut se poser la question de savoir si ces nanomatériaux manufacturés n'ont pas aussi ce genre de problématique en termes de toxicité. Alors, je dois vous dire que les études humaines qui sont disponibles dans le domaine sont quasiment absentes, fragmentaires, et quand elles existent, sont souvent de très mauvaise qualité. Et donc, tout ce dont on dispose à l'heure actuelle, ce sont des données expérimentales. Et les données expérimentales existantes sont souvent extrêmement descriptives et très décevantes. Nous, ce qui nous intéresse dans notre laboratoire, c'est de comprendre quels sont les mécanismes, quels sont les déterminants de la toxicité de ces nanomatériaux. Et il est légitime de postuler que, en fait, ce sont les mêmes propriétés physico-chimiques qui sont utilisées par les ingénieurs pour développer ces produits, très innovants d'un point de vue technologique, qui sont responsables de la toxicité. Et il est extrêmement important de comprendre quels sont les déterminants de cette toxicité, parce qu'une des particularités de ces nanomatériaux, c'est qu'il en existe une diversité infinie. Il n'y a pas de limite à l'imagination des physico-chimistes et des ingénieurs, comme on l'a d'ailleurs vu pour l'exposé précédent. Et pour vous donner un simple exemple, ici, vous avez un nombre de nanomatériaux qui, vous voyez, sont tous différents. Pourtant, c'est tous de l'oxyde de zinc. Donc, vous pouvez comprendre que si il faut évaluer l'impact toxicologique de ces différentes formes d'oxyde de zinc, on n'a pas fini
d'avoir fait le tour de tous les nanomatériaux qui existent. Ça, ce n'est que pour l'oxyde de zinc. C'est encore beaucoup plus compliqué que ça, parce que si on code maintenant ces nanoparticules, si on les greffe, si on les décore, alors on augmente de façon exponentielle la diversité. Il n'y a pas moyen d'étudier la toxicité une par une de ces nanoparticules. Il faut avoir une approche générique et comprendre quels sont les phénomènes qui sont derrière cette toxicité. Alors, quelles sont les propriétés qui font que ces nanomatériaux doivent être considérés comme dangereux d'un point de vue toxique? D'abord, le fait qu'ils sont très petits et qu'ils ont, on l'a vu d'ailleurs dans les exposés précédents, qu'ils ont la possibilité de se distribuer là où d'autres matériaux insolubles ne vont pas. Et on vient d'en parler, il y a des possibilités de distribution au niveau du système nerveux central en bypassant la barrière hémato-encéphalique qui a été utilisée avec ou sans succès pour délivrer des médicaments. Ça, c'est une version plutôt positive de cette capacité d'un nanomatériau à bypasser la barrière hémato-encéphalique. Et ça a un impact aussi en termes toxicologiques, comme ça a été montré ici dans une étude réalisée aux États-Unis, où les chercheurs ont exposé des rats à des nanoparticules d'oxyde de manganèse, qui, comme vous le savez, est toxique pour les noyaux de la base, et ils ont donc fermé la narine droite et laissé l'autre narine, la gauche, ouverte, et vous voyez que dans le bulbe olfactif, il y a l'oxyde de manganèse qui s'accumule, contrairement à côté où la narine a été fermée. Il n'y a pas seulement de l'accumulation, l'oxyde de manganèse dans le cortex olfactif, il y a aussi de l'inflammation, il y a du TNF-alpha qui est produit de ce côté-là. Donc c'est quand même extrêmement préoccupant d'imaginer que ça peut être une exposition du système nerveux central à des substances qui ne sont pas voulues, mais qui sont de nature plutôt délétère, toxique. L'autre propriété extrêmement inquiétante des nanomatériaux, c'est le fait qu'ils ont une surface spécifique très très large. Et ça, c'est connu déjà depuis bien avant qu'on parle de nanomatériaux. Dans notre laboratoire, on avait déjà étudié ça pour une autre particule non nanométrique, qui est l'oxyde de manganèse aussi, pour rester dans le même élément. On a comparé l'effet sur le poumon in vivo de trois types de particules d'oxyde de manganèse avec une surface spécifique qui augmente, administrée chez la souris. Dans les poumons, si on réalise un lavage broncho-alvéolaire après 5 jours, vous voyez que si on mesure l'inflammation dans ce lavage broncho-alvéolaire, pour une même dose massique, la réponse pulmonaire est différente en fonction de la surface spécifique des particules. Alors que si on présente les résultats, les mêmes résultats, mais exprimés en dose, en mètres carrés de particules, on a une magnifique relation dose-effet pour ces particules, ce qui induit à conclure que la dose n'est pas suffisante pour rendre compte de la toxicité, mais que la surface des particules est plutôt la bonne métrique pour exprimer la toxicité de ces particules. Ça pose évidemment un problème. Si c'est le cas, il faut des instruments qui soient capables de mesurer la surface des particules plutôt que la masse de particules si on veut contrôler l'exposition aux particules dans l'environnement. Et c'est encore beaucoup plus inquiétant à l'échelle nanométrique, puisqu'avec notre particule d'oxyde de manganèse, on se trouvait ici en taille, et vous voyez que si on descend à l'échelle nanométrique, la surface spécifique augmente de façon très très importante, et particulièrement en deçà de 30 nanomètres, on va y revenir dans un instant. Et ça, nous avons eu l'occasion de l'étudier en collaboration avec des chercheurs à la KUL, in vitro, sur des cultures de cellules endothéliales, par exemple. Si on expose ces cellules à des nanoparticules de silice de taille de plus en plus petite, vous voyez que la cytotoxicité de ces particules, lorsqu'on exprime la dose en masse, est de plus en plus grande à mesure que la particule est de plus en plus petite. Et si on se concentre maintenant sur la dose effective 50, qui tue 50% des cellules, si on exprime cette dose effective 50 en fonction de masse, ce qu'on vient de voir en fait, c'est que la dose toxique 50 diminue à mesure que la particule devient petite, donc la particule devient de plus en plus cytotoxique. Si on exprime la dose toxique 50 en fonction de la surface, on voit que c'est plus ou moins blanc, et qu'on a trouvé en fait une expression de la dose qui rend compte de la toxicité. Alors, ces nanoparticules ont comme propriété qu'elles n'ont pas seulement une surface spécifique beaucoup plus grande, mais en termes qualitatifs, la surface de ces particules est aussi différente parce qu'elles ont une réactivité chimique, physico-chimique beaucoup plus importante. Et ça avait été montré une des premières fois en toxicologie par Mélanie Offran en France, qui avait fait une revue de la littérature où elle avait repris
repris toutes les publications qui semblaient démontrer un effet nanospécifique de nanoparticules en termes de toxicité. Et elle avait montré que les publications qui avaient montré ça concernaient essentiellement des nanoparticules qui avaient une taille inférieure à 30 nanomètres. Les 30 nanomètres, c'est un point important, on vient de le voir pour la surface spécifique, mais c'est aussi important en termes de pourcentage d'atomes qui constituent la nanoparticule, qui se trouvent en surface de ces particules. Au plus la particule est plus petite, évidemment, au plus le pourcentage d'atomes en surface sont importants. Et au plus la particule est petite, au plus la courbure est importante, au plus la tension entre ces atomes est importante, au plus la réactivité de ces atomes est grande. Et ça mène à toute une série de réactions qui sont importantes dans la toxicologie, des phénomènes d'oxydation, des phénomènes de production de radicaux libres, de dissolution évidemment de certains constituants des nanomatériaux, mais aussi des phénomènes d'absorption de composés endogènes, et notamment de protéines, comme on l'a dit tantôt. Et ça, c'est important parce que, en fait, d'un point de vue toxicologique, ce qu'une cellule va voir, ce n'est pas la particule comme c'était évoqué par l'orateur précédent. La particule va se couvrir d'un certain nombre de protéines endogènes. Ce sont en fait ces protéines que la cellule va voir. Vous comprenez que étudier ça, ça commence à devenir extrêmement complexe parce qu'en fonction de l'endroit où on se trouve, les protéines avec lesquelles les nanoparticules vont réagir vont être évidemment différentes. Sans compter que la nanoparticule modifie certaines protéines évidemment, peut révéler certains épitopes, peut augmenter l'activité biologique de certaines protéines, etc. C'est aussi important de réaliser que les protéines s'absorbent de la surface des particules parce que ça peut mener une série d'interférences, une série de très mauvaises surprises, telles qu'on en a eu dans notre laboratoire ici. On étudiait la capacité des particules de silice et des nanoparticules de silice à activer l'inflammation dans les macrophages. Et on mesurait la production d'IL1 bêta dans les cultures suite à la stimulation de ces cellules par les nanoparticules. Pendant des mois, on a cru que les petites nanoparticules de silice n'activaient pas l'inflammation. En réalité, ce qui se passe, c'est que ces nanoparticules fixent l'IL1 bêta à leur surface, elles n'est plus accessible à l'ELISA, et donc ça nous a coûté quelques mois d'errance dans notre laboratoire. Alors je voudrais passer à un autre type de nanoparticules qui sont les nanotubes du carbone qui ont été beaucoup étudiés dans notre laboratoire, qui ont des tas d'applications diverses et variées dans le secteur des sports, par exemple la production de raquettes ou de ski ou de vélo, etc. Un des champs d'application les plus importants, c'est dans le secteur automobile, production aussi de matériaux très résistants et très légers, c'est possible, les gilets pare-balles, le stockage d'énergie, l'électronique, mais aussi le design de médicaments qui sont greffés sur des nanotubes de carbone de manière à modifier leur pharmacocinétique. Alors nous avions montré déjà depuis un peu de temps, parmi les premiers, on va montrer que ces nanotubes de carbone dans les poumons du rat, parce que c'est la voie d'exposition la plus importante, la plus préoccupante par inhalation, induisait des réactions dans les alvéoles pulmonaires qui étaient très similaires à ce qu'on observe avec de l'asbestose, qui est évidemment très proche, de l'asbeste, pardon, qui est évidemment très proche de ces nanotubes de carbone. Et on craint que les nanotubes de carbone aient un comportement tout à fait similaire à l'asbeste. Vous voyez ici, tout au moins en termes de capacité d'induire des granulomes, c'est vérifié. Alors l'activité inflammatoire fibrosante des nanotubes de carbone a été abondamment étudiée, montrée par des tas d'autres laboratoires. On a montré aussi que ces nanotubes de carbone sont génotoxiques, parce qu'in vivo, dans le poumon de la souris, ils induisent des mutations. On peut mettre en évidence ici par la présence de micromaillots dans les cellules épithéliales du poumon de ces souris. C'est un effet direct parce qu'on peut reproduire ça in vitro sur les cultures de cellules épithéliales. Ça a été abondamment répliqué dans des tas d'autres laboratoires que les nanotubes de carbone ont des propriétés génotoxiques, mutagènes. Mais la question la plus importante, ce n'est pas de décrire qu'ils ont une activité inflammatoire, fibrosante ou génotoxique, c'est de comprendre pourquoi ils ont cette activité. Et nous avions deux questions, deux hypothèses. C'est que probablement certains éléments métalliques qui persistent dans les nanotubes de carbone, qui sont les restes des catalyseurs qui sont utilisés pour les synthétiser, qui sont les petites boules rouges ici sur le schéma, pourraient contribuer
sait que les défauts de surface, notamment pour les fibres d'amiante, sont importants pour la toxicité. Alors pour tester ça, ce que nous avons fait, c'est d'essayer de chauffer ces nanotubes de carbone à très haute température, jusqu'à 2400 degrés, de manière à volatiliser les métaux qui sont à l'intérieur, puisqu'ils vont se volatiliser au-delà de 1500 degrés. Et quand on a fait ça, vous voyez, si on va suffisamment haut, on enlève complètement le fer, le cobalt, et dans une certaine mesure, l'aluminium qui est présent aussi. Si on va à une température en deçà de 1500 degrés, on n'enlève pratiquement rien. Mais malheureusement, en faisant ça, on n'enlève pas que les métaux, on enlève aussi les défauts de surface. On peut mesurer de façon indirecte en quantifiant l'oxygène de surface. Et vous voyez qu'on enlève déjà une bonne partie des défauts de surface à 600 degrés, et pratiquement tout à 2400 degrés. Alors si on teste ces nanotubes de carbone traités à la chaleur in vivo, dans le poumon de rat, vous voyez qu'on réduit de façon très substantielle l'intensité de la réponse inflammatoire, avec déjà un effet à 600 degrés et un effet total à 2400 degrés. En termes de granulome, on réduit très substantiellement la réponse histologique. Et donc, comme on a une réponse déjà avec les nanotubes à 600 degrés, on peut suspecter que c'est plutôt les défauts plutôt que les métaux qui sont responsables de la toxicité. Pour vérifier ça, on a fait une expérience suivante. Jusqu'à présent, on avait utilisé des nanotubes cassés qui comportaient des métaux et des défauts qui sont chauffés à 2400 degrés, on enlève le tout. Et nous avons fait l'inverse. Alors, nous avons d'abord chauffé les nanotubes à 2400 degrés, puis cassé pour générer uniquement des défauts et pas de métaux dans les nanotubes de carbone. Et on peut quantifier ces défauts dans les nanotubes de carbone par spectroscopiquement. On peut très bien mesurer et quantifier la quantité de défauts. Et quand on fait ça, on s'aperçoit qu'on restaure complètement la toxicité des nanotubes originaux, qui démontrent de façon claire que ce sont les défauts dans la structure de surface des nanotubes de carbone qui sont responsables de leur toxicité. Et ça, c'est vrai pour l'inflammation ici, c'est vrai pour l'activité génotoxique, puisque vous voyez qu'on restaure la capacité à induire des micronoyaux in vitro. Pour la fibrose. La fibrose, c'est apparemment un mécanisme différent, puisqu'il n'y a pas de différence en termes de réponse fibrotique dans le poumon, mesurée ici par la quantité d'hydroxyproline. Donc il y a probablement autre chose qui intervient dans l'effet fibrotique des nanotubes de carbone. Et c'est ce que nous sommes en train d'étudier actuellement dans le laboratoire sur les cultures de fibroblastes, puisqu'on a montré que des nanotubes de carbone in vitro stimulent la prolifération des fibroblastes in vitro. Les nanotubes comme tels le font. Si vous détruisez complètement la structure de nanotubes, il n'y a plus aucune activité proliférative sur les fibroblastes. Si vous utilisez une autre source de carbone, comme du carbone black par exemple, il n'y a pas d'activité proliférative. C'est lié à la structure particulière du nanotube de carbone. Et donc je vous ai parlé d'inflammation, de mutagénicité, d'amiante. Donc il était logique de se poser la question de savoir si les nanotubes de carbone sont aussi cancérogènes. Et on pensait, avec les expériences précédentes qu'on avait menées, avoir des outils utiles pour aborder ça, puisqu'on avait des nanotubes de carbone non chauffés, qui sont actifs d'un point de vue de l'inflammation et la génotoxicité, et des nanotubes chauffés à 2400 degrés, qui sont inertes d'un point de vue inflammation et d'un point de vue génotoxicité. Donc on s'est dit, si on va tester ça in vivo chez le rat, dans le péritome du rat, on va aller regarder s'il y a des mésotéliomes qui apparaissent, puisque c'est le cancer qu'on craint le plus par analogie à l'asbeste, à l'amiante. Et on a fait ça pendant 2 ans, avec un nombre important de rats, comme vous voyez. Après 2 ans, on avait bien des mésotéliomes dans le groupe qui étaient traités par l'amiante, la crocydolite ici. Et vous voyez que dans les 2 groupes traités avec un nanotube actif, il n'y avait pratiquement pas de mésothélium, et il n'y avait pas plus de mésothélium dans le groupe avec un nanotube inactif. Parce qu'on en avait 3 sur 50 contre 1 sur 26 dans le groupe contrôle. Et c'était la même chose pour les autres types de tumeurs qu'on avait enregistrés dans ces nanotubes. Donc, on n'est pas parvenu à produire de la cancérogénèse qu'on suspectait avec nos nanotubes. D'autres équipes sont parvenues à le montrer dans d'autres modèles, chez des souris déficientes en P53 qui sont plus sensibles aux effets cancérogènes. Et la clé, probablement, c'est le fait d'utiliser des nanotubes qui sont suffisamment longs. Les nanotubes que nous avons utilisés sont très courts,
et probablement que la longueur joue un rôle important. C'est connu pour les fibres d'amiante, ce sont les longues fibres d'amiante qui sont plus cancérogènes. Et c'est probablement vrai pour le nanotube de carbone aussi. Alors, pour terminer sur une note un petit peu plus politique, je vais commencer en vous disant que, comme toxicologue, on est toujours un peu frustré d'arriver un petit peu en retard pour devoir donner des mauvaises nouvelles une fois que les produits sont mis sur le marché. Et donc se pose la question d'une autre façon d'anticiper ça. Et donc je vous montre ici la ligne du temps de ce qui s'est passé avec l'amiante, parce qu'on a fait le parallèle entre l'amiante et la nanotube de carbone. Mais l'amiante a été utilisée depuis très longtemps pour ses propriétés intéressantes, notamment l'isolation du feu, etc. Et c'est au début du siècle passé, et surtout en 1950, qu'on a montré que l'amiante était cancérogène. Et pourtant, malgré ça, il a fallu attendre 23 ans avant que l'ANES n'atteste que l'amiante était cancérogène. Une fois que c'était fait, il a encore fallu une dizaine, voire une vingtaine d'années avant qu'on soit finalement obligé d'interdire l'utilisation de l'amiante. Pour ce qui concerne les nanotubes de carbone, ils ont été pas découverts, mais plutôt redécouverts en 1991 par le Japon, par Hiroshima. Et très tôt, il y a des gens qui ont fait le parallèle avec l'amiante. Et puis c'est en 2009 qu'on a montré que la première fois qu'ils étaient cancérogènes. Et donc il est logique de se dire maintenant combien de temps est-ce qu'on va devoir attendre avant qu'on prenne des mesures, avant qu'on interdise, avant qu'on soit finalement obligé d'interdire l'utilisation des nanotubes de carbone, malgré toutes les applications technologiques extrêmement intéressantes qui le permettent. Bien, il faut évidemment réaliser que l'amiante, c'est dans ces conditions-là que l'homme est exposé. On rencontre encore dans certains pays non européens à l'heure actuelle, alors que la production de nanotubes de carbone, ça se fait dans ce genre de contexte-là, donc ce n'est pas strictement comparable. Le risque n'est probablement pas le même, mais malgré tout. Donc ce qui me frappe, c'est que, et ça me frappe d'autant plus après les exposés de ce matin concernant l'application pharmaceutique de nanomatériaux, c'est le contraste qu'il existe entre la façon dont on aborde la toxicologie des substances industrielles et la façon dont on aborde la toxicologie pour les médicaments, pour les pesticides ou pour les substances qui sont introduites dans l'alimentation. La toxicologie, les informations toxicologiques sont prises en compte très tôt dans le développement d'un médicament. Ça peut fermer la porte au développement d'un médicament. C'est la même chose pour le pesticide. Avant de mettre un pesticide sur le marché, il faut démontrer qu'il peut être utilisé de façon relativement safe et les informations toxicologiques sont introduites, prises en compte relativement tôt dans le développement d'un pesticide. Ce n'est pas le cas pour les substances industrielles. Les substances industrielles, on les met sur le marché et puis après on fait des études toxicologiques. Bien que c'est un petit peu modulé maintenant avec le nouveau règlement REACH. Donc ma proposition, ce serait de modifier ça et un levier qu'on pourra avoir, c'est d'agir au niveau du dépôt d'un brevet. Exiger que les ingénieurs, lorsqu'ils déposent un brevet pour une nouvelle application technologique, se soucient aussi des implications potentielles que pourra avoir leur innovation en termes de santé et en termes d'impact sur l'environnement. Et on pourrait leur demander que très tôt, dès le moment où on commence à avoir l'idée d'une application potentielle d'un nanomatériau ou de n'importe quelle autre substance industrielle, on se soucie de l'impact que ça peut avoir en termes de santé de vie et d'impact sur la santé. Utilisé de façon relativement safe et les informations toxicologiques sont introduites, prises en compte relativement tôt dans le développement d'un pesticide. Ce n'est pas le cas pour les substances industrielles. Les substances industrielles, on les met sur le marché et puis après on fait des études toxicologiques. Bien que c'est un petit peu modulé maintenant avec le nouveau règlement REACH. Donc ma proposition, ce serait de modifier ça et un levier qu'on pourra avoir, c'est d'agir au niveau du dépôt d'un brevet. Exiger que les ingénieurs, lorsqu'ils déposent un brevet pour une nouvelle application technologique, se soucient aussi des implications potentielles que pourra avoir leur innovation en termes de santé et en termes d'impact sur l'environnement. Et on pourrait leur demander que très tôt, dès le moment où on commence à avoir l'idée d'une application potentielle d'un nanomatériau ou de n'importe quelle autre substance industrielle, on se soucie de l'impact que ça peut avoir en termes de santé de vie et d'impact sur la santé. Voilà, donc je crois que c'était la dernière idée. Donc je remercie évidemment tous les collaborateurs en Belgique et à l'étranger qui ont contribué à ces travaux et les sources de financement.